Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous l'affaire dite des enfants de la Creuse ? Entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants réunionnais ont été envoyés en métropole pour repeupler les départements touchés par l'exode rural, notamment la Creuse, mais pas seulement. On a reparlé de cette affaire le 31 mai parce qu'une députée de La Réunion a déposé à l'Assemblée une proposition de loi, un texte destiné à indemniser les personnes victimes de ce déracinement. Parmi ces personnes, il y a Guylaine Marin, une enseignante de 60 ans. Avec son fils, Léo, elle a écrit un roman en 2023 inspiré de son histoire et elle témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro de Barbara Gouy. Je rencontre Guylaine chez elle dans un bel appartement haussmannien dans le 16e arrondissement de Paris. Elle préférait qu'on se rejoigne ici pour être dans sa zone de confort, car c'est difficile pour elle de raviver tous ses souvenirs. Guylaine est née en 1965 à La Réunion. Elle a 3 frères et 3 sœurs. Elle a 3 ans lorsque ses parents disparaissent du jour au lendemain. J'ai perdu mes parents, mes 2 parents, et de manière un peu inexplicable. Ils sont partis faire des courses et ils ne sont jamais revenus. Personne ne pouvait rien expliquer, parce que personne ne savait. C'est une histoire qui a été très vite tabou, très vite sous silence. Les 7 enfants de la fratrie sont placés à l'aide sociale à l'enfance, qui s'appelle la DAS à cette époque, alors que leurs oncles et tantes avaient pourtant manifesté l'envie de les accueillir. Guylaine et ses frères et sœurs sont donc pris en charge par la DAS et amenés en métropole, dans le Gers, à Saint-Clar, dans un établissement reconverti en orphelinat. Guylaine est la plus petite de sa fratrie et la plus grande à 13 ans. Les encadrants cherchent à faire adopter Guylaine et son frère, de 1 an son aîné. Ses autres frères et sœurs sont trop grands pour prétendre à l'adoption. De temps en temps, elle va donc dans des familles pendant un week-end ou pendant une semaine de vacances. Ça fonctionne pas, le plus souvent. Je suis une petite fille perturbée, extrêmement perturbée. Je fais pipi au lit toutes les nuits. Et les familles... Oh, elle est mignonne cette petite, mais c'est du travail, quoi. Et donc, je reviens. Guylaine a honte de ne pas réussir à se faire adopter dans une famille. À chaque fois, elle revient à l'orphelinat où elle est scolarisée. Quand Guylaine a 7 ans, une famille d'accueil d'enseignants la prend avec son frère. C'était une famille où il y avait beaucoup de violence, verbale et physique. Alors, ils avaient des convictions, c'est qu'un enfant, ça se dressait. Le terme élevé, c'était pas tout à fait ça. C'était vraiment du dressage. Et donc, on devait correspondre à l'esprit de cette famille. Alors, à la maison, on devait les appeler papa, maman. Mais dès qu'il y avait des personnes extérieures, c'était... ce sont pas nos enfants, ce sont 2 petits noirs qu'on a pris à la DAS. C'était incompréhensible pour nous. Les parents de cette famille la punissent parfois en lui disant de lire un livre. Pour Guylaine, c'est un enchantement. Grâce à la lecture, elle retrouve espoir. Là, je découvre un monde de personnages, d'émotions, d'enfants orphelins, comme moi. Je fais une association, je me dis, mais donc c'est pas de ma faute tout ça. Parce que dans la littérature du 19e siècle, tous les enfants orphelins sont des enfants qui sont rejetés par leurs parents, qui sont dans des familles où on les accueille pas du tout. Ils sont battus, ils sont insultés, ils mangent pas à leur faim, ils sont traités comme des animaux, des chiens, des bêtes de somme. Et donc, à partir du moment où je découvre ces enfants-là, qui ont le même sort que le mien, tout s'éclaire. Au fond, c'est pas tant de ma faute que ça. Et la littérature, ça a été ce cheminement-là. Guylaine est inscrite dans une école publique où elle est l'une des seules enfants métisses. Une partie de ses camarades se moquent d'elle et lui lancent des injures racistes. Aux récréations, elle est très seule, mais elle réussit tout de même à se faire une amie. Alors j'arrivais toujours à me faire une amie. Voilà. Une amie, alors avec qui c'était une catastrophe toujours pour cette amie parce que j'étais dans une relation très très fusionnelle et puis c'était exclusif, je la quittais plus, c'était ma bouée de sauvetage. Cette amie, elle était vietnamienne, donc elle était perçue comme une étrangère, elle aussi. Mais sauf que elle était dans une famille où elle était très heureuse, donc elle s'accrochait pas à moi je m'accrochais à elle, mais pas elle.
Qu'est-ce que j'étais heureuse qu'elle soit là, qu'elle soit dans ma vie. Enfin, c'est un peu comme dans les contes d'enfants où il y a toujours une amie providentielle, c'était vraiment ça. Au bout de 5 ans, les parents de cette famille d'accueil ne veulent plus s'occuper de Guylaine et son frère, notamment en raison de leurs mauvaises notes à l'école. Ils décident de les placer dans un centre dans le Lot-et-Garonne avec des éducateurs et des assistantes sociales. Pour moi, ce sont des années de lumière. De lumière où... bon, d'accord, je suis très perturbée parce que tout ce qui a précédé, je peux pas... J'arrive, je suis totalement démolie. Mais dans cette démolition, j'arrive à percevoir ce que sont des gens bienveillants. Et cette bienveillance, elle est là, elle est incarnée par ces éducateurs, par le directeur du centre. Un homme absolument admirable. Et je découvre ce que c'est que d'être dévoué à des enfants, ce que c'est que de vouloir le bien. Même démoli, je perçois tout ça et ça m'aide à me relever. De ses 12 à ses 16 ans, Guylaine reste dans ce centre. Elle est avec son frère et les éducateurs les traitent bien. À 16 ans, elle réussit un concours pour devenir dactylographe, c'est-à-dire une employée chargée d'écrire des textes à la machine à écrire. Elle part à Paris pour exercer ce métier, mais au bout de quelques temps, elle s'inscrit dans un lycée pour adultes pour reprendre ses études. Elle veut se rapprocher de sa passion pour la littérature et elle devient professeure de lettres. À cette période, Guylaine se pose peu de questions sur ses origines. La plus grande de ses sœurs a fait en sorte de garder un lien avec leur famille insulaire, restée à La Réunion. Et au début des années 90, à 27 ans, Guylaine décide tout de même de leur rendre visite. Ça a été très déstabilisant. Moi, je pensais que tout allait revenir, les souvenirs. Et en fait, il n'y avait pas de souvenirs. Il y avait une grande page blanche, il n'y avait rien. Le lien avec ma famille insulaire, il était très joyeux, mais en même temps, je me suis rendu compte que je parlais pas le créole, donc j'étais empêchée de comprendre tout ce que l'on me disait. J'attendais un retour affectif en moi, et il n'y a pas eu de déclic affectif où je me suis pas dit je suis chez moi. Je n'étais pas chez moi. Après ce voyage, Guylaine n'essaie pas de se rapprocher de son passé, de ses origines. Elle décide d'avancer, de construire une famille. Elle a rencontré son compagnon à 24 ans dans une soirée et ils commencent tous les deux à penser à faire des enfants. À 32 ans, Guylaine devient maman. Son fils Basile naît en 1997 et son fils Léo en 2000. Tout ça, ça s'est fait quand même à l'aide de psychothérapeutes, hein. C'est impossible de sortir indemne de tant de souffrances. Puis quand on a le modèle de la maltraitance, c'est difficile de se dire que on est capable soi-même d'avoir des enfants, qu'on va pas les maltraiter à son tour. Ces enfants, je les ai voulus, mais après un long travail fait sur moi-même, j'aurais pas pu avoir d'enfants si je n'avais pas fait ce travail. Et pour expurger tout ce qui avait été toxique par le fait des autres. Malgré ses appréhensions, Guylaine se sent à l'aise dans son rôle de maman. Elle s'accomplit à la fois dans sa vie de famille et dans sa carrière de professeure. Et un jour, en 2012, elle entend parler des enfants de la Creuse. Ce sont des amis, et notamment un qui me dit « Dis donc, j'ai lu un article dans Libération, il y a tout un dossier sur les Réunionnais, et je me demande si tu fais pas partie de ce qu'on appelle les enfants dits de la Creuse. » Je connaissais même pas cette appellation, je sais pas à quoi ça correspond. En plus, moi, je suis allée dans le Gers, donc la Creuse, ça me dit rien du tout. Mais je lis le dossier, puisque c'est un dossier, c'est pas un article, c'est pas un entrefilé. C'est un dossier assez complet, une enquête fouillée, une enquête d'investigation. Et là, mais oui, ça me saute aux yeux. Ça me paraît évident que mon histoire s'inscrit dans cette histoire collective. Je comprends beaucoup de choses. En lisant ces lignes, elle comprend. Dans les années 60, de très nombreux Français quittent les campagnes pour s'installer en ville. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Pour remédier à cela, entre 1962 et 1984, plus de 2000 enfants réunionnais sont envoyés en métropole pour repeupler les campagnes. Ces enfants sont placés dans de nombreux départements ruraux, comme la Creuse ou le Gers où Guylaine a grandi. Certains enfants ont été arrachés à leur pays et à leur famille en leur promettant un avenir meilleur dans l'Hexagone.
Certains enfants ont été adoptés dans des familles aimantes, mais d'autres ont subi des sévices dans les orphelinats ou dans les familles d'accueil. En lisant ces lignes, Guylaine repense à sa grande sœur, marquée par cette enfance tragique. Elle a longtemps vécu en hôpital psychiatrique, puis elle s'est suicidée avant de pouvoir avoir des réponses à ses questions. Je comprends les souffrances de ma sœur aînée, qui a passé la moitié de son existence en hôpital psychiatrique, qui a connu des souffrances abominables, parce qu'elle a été arrachée à son île. Moi, je ne me rappelle pas, donc c'est très confus. Pour elle, c'est pas du tout confus. Tout est très clair, et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais accepté, qu'elle n'a jamais supporté. Elle a vécu un déracinement profond, autant intérieur qu'extérieur. Donc quand je lis ce dossier, je comprends que selon les âges, nous avons vécu des souffrances différentes. Guylaine comprend son passé. Elle demande à l'État un bordereau avec des informations sur sa naissance, mais il n'y a pas grand-chose. Elle ne cherche pas à creuser. Ses deux fils, un jour, après leurs 18 ans en 2018, décident de partir visiter la Réunion et de rencontrer leur famille maternelle. Basile et Léo rentrent avec de beaux souvenirs en tête, mais aussi avec beaucoup de questions. Léo, qui a toujours voulu devenir écrivain, aimerait écrire un livre avec sa mère sur ses enfants réunionnais. Elle accepte. C'était pour faire entendre la voix de ceux qui ne parleront plus, dont ma sœur, ou de ceux qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, qui sont mutiques, qui sont empêchés de parler, parce qu'à un moment donné, la souffrance, la folie a pris le dessus. Pour ceux qui n'ont pas pu poursuivre de scolarité, qui sont devenus garçons de ferme, main-d'œuvre agricole, bonnes d'enfants, qui ont été corvéables à merci, qui ont été traités sans dignité. Pour eux, il fallait leur donner une voix. Et je me suis dit, tu as toujours aimé la littérature, c'est à ton tour d'utiliser ta voix, conjuguée à celle de Léo, qui voulait depuis toujours devenir écrivain lui aussi. Donc nos deux voix conjuguées pouvaient faire entendre toutes ces voix ou disparues ou mutiques. Pour parler de toutes ces histoires singulières, Léo et Guylaine décident de ne pas écrire ce livre sous forme de témoignage, mais plutôt d'écrire une fiction. Ils replongent dans des tonnes de témoignages et de documents pour que leur roman soit le plus juste possible. Guylaine commence aussi à partager son histoire autour d'elle et à l'évoquer avec ses frères et sœurs. À ce moment-là, ils ont encore du mal à en parler. Mais petit à petit, ils commencent à accepter de se replonger dans leur histoire familiale. Ça nous a rapprochés parce que ça nous a permis d'en parler. Et vous voyez, mon frère, celui avec lequel je me suis toujours trouvée, maintenant nous en parlons. Nous en parlons, ce n'est pas un sujet tabou. Nous avons surmonté cette pudeur qui ne nous permettait pas de parler. Parce que parler, c'est parler de sa souffrance, c'est parler de son désarroi, c'est parler des humiliations. Et maintenant, on peut se dire des choses mais qui auraient été inimaginables il y a 20 ans, il y a 10 ans encore. Après 2 ans d'écriture, le livre de Guylaine et de Léo, L'enfant du volcan, sort en 2023. La même année, Guylaine retourne à La Réunion pour la promotion de ce livre. Et là, ça a été très différent, très très différent. J'ai éprouvé beaucoup de chaleur. Cet océan, c'était plus celui qui avait peut-être emporté mes parents. L'océan Indien pouvait devenir un site merveilleux, quelque chose de très beau. Le littoral pouvait être beau, alors que longtemps, pour moi, il avait représenté le lieu où mes parents avaient disparu. Guylaine a aujourd'hui 60 ans et elle se rend compte qu'elle a réussi à se rapprocher de ses origines grâce à ses enfants. Je pense que je suis réconciliée avec mon île. Je peux imaginer d'y retourner régulièrement. Je me dis qu'il me reste encore du temps devant moi et que ce temps peut me servir à peut-être à faire quelque chose même pour La Réunion, à écrire sur La Réunion à partir de ce que je suis maintenant. Barbara, est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé précisément entre 1962 et 1984 ? Qui a contraint tous ces enfants à venir vivre en métropole ?
Ce qu'on sait, c'est que cette opération a été commandée par Michel Debré, qui était député de la Réunion à cette époque. C'est lui qui a voulu créer le BUMIDOM, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Il a été créé en 1963, notamment pour trouver une solution au fait que la Réunion était de plus en plus peuplée. Et la solution trouvée a été de déplacer la population réunionnaise dans l'Hexagone. Ils ont misé sur la jeune génération en plaçant à la DAS les orphelins comme Guylaine ou en faisant signer des papiers à des familles qui ne savaient parfois même pas lire pour que leurs enfants partent en métropole. En fait, pour les convaincre, on leur promettait un avenir meilleur pour eux. Et est-ce que l'État français a reconnu sa responsabilité dans ce qu'il s'est passé ? En partie, en 2014, l'Assemblée a adopté une résolution qui reconnaît la responsabilité morale de l'État. À cette époque, on parlait de 1600 enfants réunionnais, mais aujourd'hui, on parle de plus de 2000. Et en 2022 aussi, une plaque commémorative a été installée à l'aéroport d'Orly, qui est l'aéroport où arrivaient les enfants avant d'aller dans les campagnes. Et aujourd'hui, une députée de La Réunion défend une proposition de loi visant à indemniser les enfants réunionnais qui ont été placés en métropole. Expliquez-nous ça. Le but de ce texte est de poser les bases d'un travail mémoriel. La députée qui était à l'origine de cette proposition de loi, Karine Lebon, voudrait mettre en place une journée commémorative en hommage à ces enfants. Elle voudrait également ouvrir un lieu de recueillement et de mémoire. Et l'autre sujet, c'est donc bien sûr l'indemnisation, dont le montant n'est pas établi et qui se présenterait sous forme d'allocation. Mais ce texte n'a pas encore été choisi pour être examiné dans les prochaines semaines à l'Assemblée. Merci Barbara Gouy. J'ajoute que le livre de Guylaine Marin et son fils Léo est intitulé L'enfant du volcan. Il a été publié chez Albin Michel. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Clémentine Spiller et Anaïs Godard, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.